Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevonne, El Pouillou et Warloff. Vous aussi, donnez-nous un coup de main. Allez sur Tipeee, c'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Sinon, parlez de nous autour de vous pour que les gens viennent nous écouter. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a des problèmes avec ses narines. Coucou les gens, on est parti pour une seconde émission enregistrée d'affilée en live. Je fais des trucs de n'importe quoi avec mes caméras, car nous sommes sur YouTube et que c'est nouveau, qu'on galère, qu'on rame et que je fais l'animateur et la technique. Il est trop fort. Je suis One Pied, je suis avec vous pour parler de bande dessinée pendant un long moment, mais je ne vais pas le faire seul, car à côté de moi, nous avons notre chroniqueur invité, un chroniqueur exceptionnel parce qu'il n'est pas là tout le temps. C'est Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Oui, c'est moi, Jérôme. Non, tu vas pas nous le faire à chaque fois non plus. Mais à chaque fois qu'il fera c'est Jérôme, écoute, j'ai envie de te dire, il va falloir qu'il change ses phrases d'amorce. Et voilà, Mathieu revient d'avoir mis des bûches. Oui, on n'a pas dit où. Voilà. Sa grosse bûche. Notre cher Charline Gals, professionnel. Salut Thio. Bonsoir. Et à côté, c'est Isaac. Oui, c'est moi Isaac, mais non, ça marche pas. Non, il n'y a pas de Voilà. Et non, ce n'est pas pour Narine Le Pen. On n'a pas de narine qui coule avec Madame Le Pen. On a juste la narine qui coule. Voilà, je vais encore être parti pour une émission très très difficile à encaisser parce que Mathieu a sorti sa grosse bûche. On va commencer par une petite sélection de webcomics que je vous ai faite. Il y a plein de choses de qualité et ensuite on part aux chroniques. Nous allons parler de Jamais, de Sous la maison, du tome 8 de Écho Monde Miroir et sans avoir parlé des 7 précédents tomes. Il faut flinguer Ramirez. Non, il faut flinguer Ramirez. Le voyage extraordinaire numéro 6. Puis on vous fera un petit diptyque sur The Walking Dead numéro 29 et The Walking Dead hors série Negan. Et après un petit express où on parlera du tome 2 de Shelton et Felter. C'est un beau programme. Ouais. Est-ce que tu peux surveiller les mains de Monsieur Bastien Vives, Thiozac à côté, s'il te plaît? Thiozac. Bon, je crois que je vais attaquer sur l'online parce que là, vous faites nawak, les amis. Vas-y, envoie l'online. En fait, on te donnait du temps pour que tu puisses faire de la technique. Online. Alors, une petite sélection diverses et variées. On va commencer par État des lieux, une bande dessinée de JB dont j'avais parlé il y a très très peu de temps, dans laquelle il va nous faire un petit état de la bande dessinée et de ce que doivent... Comment ça se passe d'être auteur de bande dessinée? Comment est-ce que ça marche entre les différents corps de métier? Comment sont répartis les sous? Et est-ce qu'il y a une justice ou pas? Mais est-ce que ces répartitions, quelque part, sont pas aussi mal comptées? Par exemple, on dit toujours le libraire touche tant. Oui, enfin, le libraire, il touche tant sur ce qui est vendu. C'est pas pareil que toucher tant sur ce qui est distribué. Enfin, il y a toute une série de... ça tient en 2 pages recto verso. Comment ça va? Mal. Non, parce que c'est quand même très argumenté. Il va discuter aussi bien avec les éditeurs qu'avec les auteurs, il s'intéresse aussi à tout ce qui est distribution. Et ça, tu le trouves où, ça? Sur Internet? Ouais, tu trouves ça gratos sur Internet. Tu trouves ça chez JB. Le lien sera... Tu trouves ça chez JB. C'est le nom de son site. Là, vous pouvez voir les images si vous nous regardez en vidéo. Et le lien sera bien sûr dans le texte que je mets en général à côté, mais je trouve plus mes mots parce que je suis fatigué. Et c'est comme ça. Ça commence bien, c'est que le début de l'émission. Ouais, je sais, mais c'est la deuxième, j'enchaîne, c'est pas évident. L'Odyssée d'Ali est une bande dessinée qui est sortie sur Instagram, qui a été financée par Médecins Sans Frontières et qui est dessinée par Aude Picot, une autrice que j'aime beaucoup. L'Odyssée d'Ali nous raconte l'histoire d'un migrant qui arrive en France et de toutes les choses qu'il va traverser. Donc MSF en profite pour faire un méga gros dossier et nous propose sur son site la BD dans son intégralité, parce que j'avoue que la retrouver sur Instagram alors qu'il y a eu plein d'autres choses publiées entre temps, c'est pas super évident. C'était des courts chapitres, mais on la retrouve de façon très lisible, de façon très sympathique. Enfin sympathique, le sujet n'est pas très sympathique, mais il y a toute la question de savoir prouver que tu es mineur
alors qu'on va dire, ouais, mais là, vous avez un comportement super mature pour un mineur. Ouais, enfin bon, je viens d'un pays en guerre, donc à un moment donné, ouais, effectivement, je peux être super mature comme comportement. Quoi, ta préoccupation, c'est pas de faire la collection des cartes Pokémon. Ouais, ça c'est de survivre, c'est pas très mineur. Hein. Bref, et puis l'importance pour ce jeune d'apprendre à lire, pour essayer de s'intégrer. C'est un sujet difficile qui est très très joliment traité. J'ai pris énormément de plaisir à lire cette bande dessinée, et puis j'aime beaucoup le trait d'Aude Picot. Bref, allez, jetez un œil à ça, c'est sur le Instagram de Médecins Sans Frontières France, et sur le site de Médecins Sans Frontières. Marco Eco est une bande dessinée de, j'ai oublié le nom des auteurs parce que maintenant Sylvain il est écrit... Beck et Olivier Jouvray. Voilà, parce que pour moi c'est écrit en tout petit sur le truc que je suis en train de gérer pour faire défiler les images. Olivier Jouvray, on le connaît, c'est un il est prof dans une école de bande dessinée. Il a fait aussi, comment ça s'appelait, Nous ne sommes pas des héros, qui était vachement bien avec son frangin, je crois. C'est les frères Jouvray, enfin ils font des BD trop bien. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus léger que les précédentes BD dont je vous ai parlé. C'est l'histoire d'un jeune qui vit à la campagne. Et lui, il veut devenir dessinateur. Et donc, il décide de vouloir monter à la grande ville, à Paris, tu vois, pour devenir dessinateur. Et sa mère est partante et le père, lui, il comprend pas parce que le père, il a peur de l'abandon et de la séparation. Et c'est pas facile pour le père qui est un peu brut de décoffrage, quoi. Et le problème, c'est que pour partir à la ville, il va devoir s'installer chez sa grand-mère, donc la belle-mère du père un peu bourrin, qui pense que de toute façon, le fils, quand il va devoir arriver, il va devoir se laver parce qu'il vient de la campagne et que donc il doit puer parce que tous les bouseux comme son beau-fils, il pue, et qui va accueillir ce gamin-là. Et donc on va suivre un peu les difficultés de... Voilà, t'arrives dans l'école, tu regardes le travail des gars, tu fais... Oh, après 1 an, ils font ça. Jamais j'y arriverai. Les relations avec la grand-mère qui sont pas forcément évidentes, alors qu'en fait, elle est un peu sèche, mais plutôt sympathique. Voilà, moi j'ai beaucoup rigolé. Il y a une 40aine de pages à l'heure actuelle. C'est prépublié aussi dans Spirou, donc vous pouvez l'avoir à l'œil si vous n'êtes pas abonné à Spirou. J'ai pris aussi pas mal de plaisir à le lire. Donc Marco Eco, vous pouvez trouver ça, c'est sur un Tumblr. Et il y aura bien sûr le lien dans la description de l'émission. Petit chouchou, c'est Bruno Bellamy. Bruno Bellamy, c'est mon dessinateur de cœur. Je le suis depuis Cassius Belli, où il faisait les Bellaminettes. 1990. Oh oui. Je vous parle d'un temps, connais-moi de 20 ans, mais pas connaître. 90, je sais pas si j'étais rôliste, mais c'est possible. Bref, c'est un dessinateur qui dessine souvent de jolies femmes plantureuses et qui s'est amusé à raconter des histoires qui se passent sur Mars, une histoire suivie. Il avait lancé un crowdfunding pour financer le premier tome de son histoire. Il est en train de travailler sur le 2e tome. Il a un Tipeee si on veut le soutenir. Et on va suivre un peu ces gens qui découvrent comment est-ce que... en fait, on est dans une SF très utopiste où les gens ont trouvé des solutions pour régler les problèmes. Et il y a eu cette colonisation de Mars et ils reviennent sur le passé, sur les erreurs qu'ils ont faites et sur la difficulté qu'ils ont eues à construire cette civilisation qui fonctionne. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça... Enfin, c'est sympa, c'est agréable à suivre. Et puis là, je me rends compte que je suis en train d'essayer de préparer celui de l'émission, mais que j'ai fait nawak. Bref, Romance de Mars de Bruno Bellamy, c'est à lire. Je ne peux que vous le recommander. C'est sur son site web et vous pouvez bien sûr le soutenir en lui donnant des sous. Pour tous les nostalgiques de Cassius et les autres. Ouais. Et maintenant, on va parler de Jamais. Je vais pouvoir céder un peu la parole et me reconcentrer sur la technique. C'est qui fait le pitch normalement? C'est moi, mais comme d'habitude, tu les prends pour nous, on hésite. Tu vois. Non, vas-y, je te le laisse. J'ai eu un moment de flottement, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il fait? Il enchaîne, il fait tout. C'est ça, j'ai pas mal géré. Donc, Jamais, donc de Duhamel aux éditions Grand Angle. Alors, ça, c'est une C'est pas Bruno, son petit nom? Je sais pas. Donc en fait, oui, c'est ça. C'est une BD choisie par Tizak, je crois. Plus que choisi, oui. Ouais, plus que choisi. Ce qui est cool parce qu'en fait, il y a pas de mort dedans en fait. Bah, pardon. Ça c'est une private joke. Donc le pitch de Jamais, on se retrouve en fait dans un. On revient en fait avec nos petits coquillages, notre crêpe, notre petite bolée de cidre
On est voilà sur une petite côte bretonne. Ou Attention, normande. attention, parce que là, on est plutôt attention. en Normandie. On est clairement Excusez-moi, en Normandie. Je viens c'est bien de me couper la parole, mais je dis côte bretonne, normande. J'étais en train de dire normande quand vous êtes tous en train de Non, me pas sauter à la du tout, gorge. pas du tout, pas du tout. Là, on t'est Oh, tombé il sur faut le se- rable, parce que Il faut se fâcher avec personne, donc on est en pleine côte normande. Donc, je répète, on imagine une petite côte bretonne normande, c'est ce que j'ai dit. Pas bretonne du tout. Non. Les intégristes, c'est chaud. quand même. T'imagines tout ce que je subis? Vas-y, poursuis. Non, mais tu sens les dissensions au sein du groupe quand même, tu vois, sur la Normandie, la Bretonie, c'est pas évident. Hein. Donc, sur une côte pourrie où il y a donc une mer On qui n'est pas au s'en pays va- du Mont-Saint-Michel, quoi. Vas-y, poursuis. Alors, pour le coup, il me semble que la discorde est toujours vivace à ce propos, mais c'est purement géographique. Bon, on s'en fout, en fait, ça parle pas de la BD. Alors, on s'en fout pas du tout, excusez-moi, mais parce qu'en l'occurrence, il est fait question de grenade, cher ami, et d'un débarquement, et ça m'étonnerait que les Allemands aient débarqué en Bretagne. Alors, ça, Oui, parce qu'ils avaient trop ils peur. ça c'est vrai, les Allemands n'ont jamais débarqué. Vous faites par la en train mer. de On saturer est les d'accord. micros, les amis. Là. Mais Doucement. on va juste essayer de revenir donc sur jamais. Reculez quand vous énervez. Nous sommes donc dans un bled quelque part sur une côte. Hein. A priori, donc il y a des marais. Et les Est-ce temps. qu'on est vraiment en France? Et je t'emmerde. Et donc la marée elle-même et les aléas du temps, le changement climatique qui n'existe pas selon Donald, font que la falaise recule et que le maire aimerait qu'une vieille dame qui habite dans une maison sur le bord de la falaise. Au départ, elle était peut-être pas au bord de la falaise, la maison. Sans doute pas, non. Il y a de ça. Elle 60 avance ans. et elle recule, comment veux-tu Pardon. Donc la grand-mère. Donc J'aimerais qu'on ne qui- fasse pas bannir de YouTube tout de suite, tu vois. Merci. On va se faire bannir tout seul par Théo. Il va nous foutre à la porte. Donc j'en étais. Le maire donc voudrait en fait que cette vieille dame quitte cette maison parce que c'est dangereux pour elle. Alors c'est une vieille dame qui est seule, qui est aveugle, qui vit avec son chien. C'est un chat. Un chat? Ouais. Pas un chien. Non, c'est C'est un chat, exact. Bon, C'est un chien, quoi. Et bon, les voilà. chiens, c'est en Bretagne. Vas-y, poursuis. Venant d'un breton corse, je sais pas d'où ça peut venir cette phrase-là, tu vois, mais. Ils enfin, ont des baudets. donc jamais. Pour en revenir sur le graphisme, le dessin, Jamais tu te feras le pitch. mais j'ai arrêté le pitch du coup. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté cartoony qui était très sympa sur le jamais. Des couleurs qui sont très très douces, qui donnent à la fois dans le paysage un côté tranquille, mais qui quand le scénario commence à devenir un peu plus ténu sur des moments où vraiment la tension monte, même ces petites couleurs qui sont un peu pastel, un peu douces, eh bien ça fonctionne et ça te fait quand même. Quand la vieille elle menace avec ses grenades, et même avec les couleurs pastel, tu sens qu'elle menace avec les grenades. Ouais, mais. Et je trouve Elle a que la patate, cette vieille. ouais, oui. Tu vas pas la faire chier. Hein. On va pas- C'est un bel album. Voilà, Il faut le dire, c'est un très bel album. Moi, je me suis vraiment régalé. Il y a des passages dans l'histoire où on a des discussions entre la grand-mère et son mari disparu, mais qui sont magnifiques. Des moments où elle remonte dans son grenier. Il y a plein de passages qui sont touchants et qui amènent une petite réflexion qui est vraiment très sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié Jamais. Ouais, ça permet d'avoir un autre regard sur nos vieux, entre guillemets. Parfois, on a l'impression qu'ils sont un petit peu déjantés, un petit peu à la masse. Et ils se rendent compte, en fait. Il y a une part de je me laisse un peu aller dans ma folie de vieillesse, et une part de je suis tout à fait lucide de ce que je suis en train de montrer, de dire ou de faire. Je suis pas du tout déjanté. C'est juste une façon comme une autre de vivre la longueur de l'âge, de vivre la solitude, de vivre l'éloignement, de vivre la perte de l'être cher, qui au plus les années avancent et au plus il peut peser par le biais de la solitude, justement. Et comment on se rattache au final à des petits riens, à des petites choses matérielles, mais parce que
c'est tout ce qui reste d'une vie construite. Et là, c'est le propos l'un des propos de cette bande dessinée qui peut paraître tout à fait anodine parce que calme, parce que voilà, tout en pastel, mais qui en réalité soulève des vraies problématiques liées à la vieillesse et liées voilà à la fin de vie et aux obligations. Alors qui est obligé de quitter son logement parce qu'on peut plus payer le loyer parce que ça devient trop cher pour les petites retraites, qui est obligé de quitter parce qu'il y a un problème climatique, là en l'occurrence c'est ce qui se passe, donc le petit côté écolo quand même qui est montré, qui est obligé de quitter parce qu'il y a un plan d'urbanisation et il va falloir raser les maisons pour construire des immeubles, mais au final c'est ce dont on parle, c'est le lien vital au souvenir, à la vie qui a été construite. Et c'est pas simplement on quitte une maison parce qu'il y a une nécessité, mais cette maison, c'est l'endroit où l'on vit, c'est le cœur qui bat. Cette vieille dame, elle a pas envie de partir pour ça, quoi. C'est même pas qu'elle est attachée particulièrement au paysage, mais c'est le seul endroit où elle a des souvenirs. Putain, c'est beau ce qu'il dit. On peut peut-être juste un tout petit peu contextualiser Jamais dans la production Grand Angle qui fait quand même un certain nombre d'albums sur la même thématique. Moi, je vous renvoie vers Merci, qui est un très bel album de Grand Angle, un vrai coup de cœur pour ma part en tout cas, un one-shot également sur une thématique assez similaire et avec un graphisme assez similaire. Mais on peut aussi rapprocher ça d'albums de Grand Angle qui ont connu un succès un peu plus important, comme L'Adoption ou comme À coucher dehors. Et voilà, on est sur des albums. Alors, on va pas appeler ça des albums feel good, parce que malgré tout, il y a quand même un truc un petit peu doux amer, voilà. Mais des albums doux amers qui c'est le nom de l'auteur, non? Qui sont bien sentis. Voilà, bien. Ah, c'est Bruno Duhamel. Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce côté un petit peu léger aussi dans la narration, un côté un peu humour qui marchait bien. On n'est jamais dans le misérabilisme, dans cette tristesse. C'est un sujet qui s'y prête facilement, tu vois, essayer d'être vraiment dans l'émotion. Et j'ai trouvé que c'était souvent très léger. Et en plus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage mauvais, entre guillemets. On parle du maire qui veut la faire partir, mais très vite, on se rend compte que le maire, il veut aussi la faire partir parce qu'elle est en danger. Il n'est pas là que pour des histoires d'électorat. Et à la fin, d'ailleurs, on voit que vers la fin, on voit que le maire, il n'en a plus rien à foutre vraiment de l'électorat. Lui, il veut juste que cette vieille se casse. Bon, elle essaie de lui jeter des grenades. À un moment donné, ça met pas en confiance. C'est-à-dire qu'en gros, elle est en danger et en plus, elle devient dangereuse. Et c'est toujours traité avec un petit côté décalé, tu vois. C'est un peu ce côté, ce vieil humour de film français, qui est mis en scène de façon moderne, ce qui fait que tu t'as pas ce côté vieillot. Ça coule tout seul, ça marche très très bien. C'est un très très bel album. Ça, c'est quelque chose qu'on peut saluer, justement, c'est qu'on pourrait être sur des thématiques entre guillemets de vieux, avec un style de vieux et des couleurs de vieux, mais en fait c'est pas du tout le cas. Il y a effectivement un traitement qui est assez moderne. Je vais revenir 2 secondes sur les couleurs, Matt. Très lumineux. Moi j'ai trouvé ça, voilà, c'est très lumineux, mais pas la lumière que l'on a chez nous dans le sud. C'est la lumière qu'on a sur les côtes bretonnes ou les côtes normandes. Cette espèce... Excuse-moi, les intégristes là, ils sont où? Tout le monde ferme sa gueule là. Là, il y a dans les côtes personne, normandes, hein. on est bien d'accord, les côtes normandes, absolument. Là, plus Absolument. personne ne dit rien. Voilà. Non, les côtes normandes. On a cette différence de luminosité. Nous, dans le sud, on a cette lumière qui est plus franche, qui est plus chaude. En été, elle est écrasante et elle blanchit. Là, la lumière qu'on a sur la Normandie-Bretonie, c'est quelque chose qui va effectivement venir... ne pas forcément relever toutes les couleurs, sauf après une pluie ou un truc comme ça, mais sinon, on va avoir ces couleurs un petit peu plus affadies, et je trouve que c'est bien rendu. On est dans cette ambiance-là. Les couleurs qui ont été choisies, le dessin comment la façon dont ça a été représenté, nous amène cette espèce de quiétude de ce genre d'endroit-là et de ces paysages-là, tels qu'on peut les avoir soit vécus, soit dans l'imaginaire collectif. Bon, enfin, c'est pas l'album du siècle non plus, hein. Moi, j'ai passé un très très bon moment. C'est un bel album. C'est pas, voilà, c'est un album léger. Ça peut être un coup de cœur, mais c'est pas l'album du siècle non plus. Non, c'est pas un album du siècle. Mais honnêtement, c'est très bien traité. Moi, j'ai passé un très bon moment. De faire disparaître un coup de cœur, toi là. On sent le stress. Hein.
Et d'ailleurs, je tiens à remercier la BDRI d'Aix, en particulier Dali, pour m'avoir aiguillé sur ce bouquin. Bon, alors, est-ce que c'est un coup de cœur? Pour moi, oui. Après, ça n'engage que moi. Hein. Thio? Non, je regarde les autres au bout de la table, allez-y. Non, mais je t'en prie. Non, Je t'ai donné la parole. Arrête d'affiler les patates chaudes. Le tout mec, temps. il refile toujours la patate. Mais je assume veux, un peu. non, je veux la vie des bouts de la table. Là. Ils Non, disent non. rien, ils se mouillent pas. Non, Breton, mais le normand. breton, il y a un breton, il y a un normand là-bas. Et le breton corse, vas-y, envoie ton truc. Là. Donne ton avis. Hein Breton corse Non, je fais le dictateur, là. Je m'en fous. Je t'ai demandé ton avis, là. T'es lourd. Bon, on va avancer. Exactement. Bon, bah, alors, on va pas pouvoir lui donner, là. Exactement. Bah, à cause de toi. C'est ça. Franchement, quand même. Tout de suite, tu vois, tu lui poses une question. Non, mais la vraie il- question, il c'est sait toi, pas. Pierrick, tu l'aurais donné? Ah, bah oui, mais à cause de lui, il y sera pas. C'est tant pis, c'est pas grave. Ah, tu et vois. c'est toi qui fais le. C'est moi ouais. qui fais le truc. Mais en fait, non, je lui aurais pas donné de toute façon. Voilà. Tu vois, quel casse-couille. C'est moche. Mais par contre, je pense que le suivant, lui, il va faire débat. Ah, il va y avoir de la discussion dans sous la maison. Des hauts et des bas, ouais. Ah, donc c'est la 4e dimension en couleur, tu avais raison, Randall. C'est ça. Mais en tout cas, ça pique aux yeux et des yeux, il y en a beaucoup. Donc, on est sur un album, vous l'aurez compris dès la couverture, totalement psychédélique. Qui est-ce qu'il a on l'a eu en SP celui-là. Oui. Voilà. C'est assez rigolo parce que je l'avais vu justement à la BNRI et vu qu'il était sous blister, j'avais déjà une pile bien chargée au niveau des bras par rapport à ce que je devais acheter. Je fais bon bah tant pis. La couverture me semble un peu space. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Vu pour vous nous rappeler, vous donner le contexte, j'aime beaucoup le travail de David B par exemple. On peut être aussi dans des choses un petit peu délirantes comme ça de temps en temps. Et la couverture était vraiment psyché. Pourquoi pas? Et finalement, le bouquin est arrivé en SP. Bon. Je vais faire un petit pitch, mais je vous l'annonce tout de suite. À la fin, personnellement, j'étais très circonspect. À la fin du pitch ou à la fin de la lecture? À la fin de la lecture. Donc, on est dans une petite histoire où on a une jeune fille, Daisy, qui débarque en ville, dans une nouvelle ville. Et c'est une jeune adolescente, hein, elle est lycéenne, et elle a un petit peu du mal à s'intégrer dans sa nouvelle vie, dans son nouveau lycée, dans son nouveau quartier. Elle fait quand même la connaissance forcément de quelques filles de son âge, de sa classe, etc. Et elle en invite une à la maison, et elle lui fait partager son secret, son terrible secret. Le lave-linge de la maison est une porte dimensionnelle vers un monde totalement déjanté. Un monde aux couleurs féeriques. Alors, couleur féerique, c'est Bon, peut-être un aux peu... couleurs psychédéliques. Ouais, parce que là, non, pardon. là, c'est non. Aux couleurs psychédéliques. Tu vas Bref, trop loin. un endroit où le LSD Coule à flot. est directement dans l'air, en fait. Hein, ou En dans en intraveineuse, je pense. en intraveineuse ou en arrivée direct dans la machine à laver. Quoi. Ou en suppositoire, c'est au choix. Non, il n'y a pas de sexe. Enfin, s'il y en a un peu quand même. Bref, c'est le parfait endroit pour se réfugier, pour s'évader quand on est une adolescente. Et avec un quotidien un peu compliqué, quoi. Et donc, le problème, c'est que maintenant qu'elle a invité une amie, qui est tenue bien sûr au secret, inutile de vous dire que les secrets entre adolescentes, ça fait long feu. Et donc, elle se retrouve assez vite débordée par la situation, avec beaucoup de personnes qui vont débarquer. Et le joli petit monde psychédélique de la machine à laver va se retrouver allègrement piétiné et les règles largement bafouées avec les conséquences que ça pourra occasionner. C'est comme avec les gremlins, ça. C'est ça. Il n'y a que Donc, 3 règles, mais personne ne les respecte. voilà pour le pitch général. Au niveau de la narration, accrochez-vous à votre slip. C'est tout ce que je peux vous dire. Accrochez-vous à votre slip. Donc c'est du noir et blanc, ou du bleu marine et blanc. C'est pas tout à fait du noir, en fait. C'est du presque noir et blanc. Et en contrepoint, on a du noir et multicolore. Ça, c'est pour le monde psyché. Pour le monde psyché, ou pour le retour du monde psyché, Ouais, où t'es ou encore un pour peu les dedans. conséquences du monde psyché. Bref, le reste des brumes LSD-esques qui nous restent et qui continuent d'envahir le cerveau. L'éditeur qui commet ça, tu l'as dit ou... C'est Anibis. C'est Anibis. Alors, je vais pas dire que ça commet. Je vais Oui, dire que ça C'est propose. très condescendant encore, ça. Hein. Oui, oui, absolument, c'était volontaire. Je vais dire que ça propose. Maintenant, j'ai réussi à trouver un propos pour le chemisier de Vives. J'ai du mal à trouver un propos pour Sous la maison. J'allais dire, t'es pas un vrai commercial, alors tu peux pas tout vendre. Je peux essayer, hein.
Je pourrais Alors, partir dans Pour un ceux débat. qui sont pas en live, le chemisier de Vives, c'était il y a 15 C'était l'émission c'était il y précédente. a 15 jours. Et pour ceux qui sont pas en live, effectivement. Mais en même Il a temps, du mal avec le temps. Vu ok. qu'on a que des auditeurs qui nous suivent intégralement, tout va bien. On pourrait partir dans l'idée que la drogue est un refuge pour les adolescents. On pourrait partir du principe que les adolescents ont besoin de se retrouver autour d'un point commun qui les éloigne de la vie d'adulte, et la drogue en fait partie, la musique pourrait en faire partie. Bref, un psychotrope quelconque qui sert de point commun, de point d'attache, alors qu'ils sont tous différents. Avec la mise en place d'un code, oui, alors tu respectes la maison de mes parents parce que tu comprends, on est quand même chez mes parents, et en fait ça part toujours en biberine parce que le jour, un de ces quatre, il y a une fête et puis il y a trop de monde, et il y en a un qui déborde, et puis deux qui débordent, et trois qui débordent, et la vie de la gamine est piétinée. Bon, on pourrait partir dans des interprétations comme celle-là qui seraient, à mon sens, un peu fumeuses. Hein, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose non plus qui nous attache à ça dans le livre. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas plu, mais je ne vais certainement pas dire que ça m'a plu. Thio. Tu vois, parce que là, encore une fois, tu vois, Mais c'est. cherche ouais, voilà. Mais tu devrais mettre une petite étiquette là. Je sais pas, il a un doute, tu vois. Alors, visuellement, la première fois que je l'ai vu, j'étais là en train de me dire, mais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mandalaesque. Je me suis dit, mais alors, la première question que je me suis posée, c'est qui a pu acheter ça? Tu as dit que tu as été curieux de la voir. Alors après, j'étais curieux, oui, mais la curiosité, des fois, c'est une sorte de vilain défaut, tu vois. Non, mais après, tu faut Parce assumer, que, hein. voilà, tu mets le doigt dedans et après, tu te retrouves sur un truc qui Et le doigt dans la curiosité, c'est ça. Voilà. Donc, graphiquement, je trouve que c'est intéressant, c'est ce mélange de couleurs et de noir, ce mélange entre le monde fantasmé d'un côté et le monde réel de l'autre. Mais au niveau de la narration, j'ai eu une difficulté assez monstrueuse What is the purpose? Et c'est, en fait, je n'ai pas trouvé le sens. Je crois que le souci pour moi, ça a été ça, c'est que j'ai pas trouvé le sens de l'histoire. C'est ça. J'étais uniquement spectateur de leur délire et en fait, peut-être que si j'avais fumé un pet en même temps, j'aurais trouvé ça cool. On fait un gros pet quand même. Hein. Ouais, pour rester sur un truc un peu cool, quoi. Oh, Mais- faut un gros pet quand même. Bon, ben non, en fait, voilà, j'ai pas accroché, quoi. Alors, voilà, donc, Monsieur Pied, donc. Alors, il voulait mettre un coup de cœur Non, breton. pas du tout. Disons que j'avoue que quand je l'ai vu en SP, je vous ai envoyé le communiqué de presse pour vous dire, si ça vous intéresse, hein, qu'on avait tous les deux dit que vous étiez curieux. Là, j'ai été doublement curieux parce que je me suis dit, moi, c'est le genre de truc qui peut m'intéresser, parce que ça a l'air d'être une expérience graphique, mais je vois pas en quoi ça va les intéresser, donc s'ils sont curieux, allons-y. Sinon, je l'aurais pas demandé, en fait. En fait, on aurait pas dû être curieux. En fait, c'était nous l'expérience. La chronique, elle est sur nous. Oh, on se mise en abîme. Pour moi, clairement, cette bande dessinée-là, l'histoire, on s'en fout. Ce n'est qu'un prétexte que l'auteur a trouvé pour faire une expérimentation graphique sur la forme, sur la couleur, sur comment est-ce qu'on va jouer sur la géométrie. Tu es en train de dire que le lave-linge n'est pas un sujet en lui-même. Non. Merde. Comment est-ce qu'on va jouer sur la géométrie? Comment est-ce qu'on va se faire se succéder des formes pour les faire évoluer et se modifier au fur et à mesure des cases? Pendant 96 pages, j'ai cherché le sens profond du lave-linge, moi. Ouais. Ah non, mais graphiquement. Ça, par exemple. Mais oui, c'est ça. Oui, voilà. Exactement. On est vraiment sur de l'expérimentation graphique, une recherche purement plastique, en fait, qui, Mais c'est là que le Turbo Média aurait été intéressant. moi, ne me déplaît pas, parce que je trouve cette démarche intéressante, cette réflexion intéressante. Un jour, à un moment donné, il va travailler sur des formes pleines, il va essayer de travailler sur des reliefs. On voit qu'en plus, dans son monde, il a essayé de créer une sorte de... Il se passe des choses, il y a des créatures qu'on attaque d'autres, il y a une sorte de vie qu'il a créée C'est là-dedans. Mais tout se joue sur plutôt une force de la perception. Et c'est aussi un moyen de montrer que, si tu regardes bien, son monde, il est froid, il est noir, il se passe pas grand-chose. Et dès que tu arrives dans l'autre monde, qui est psychédélique, mais qui est dangereux aussi, Ah oui. qui, est Il a pas- ses codes. Hein. qui a ses codes, et là il s'amuse, et il va vraiment jouer sur, c'est utiliser, entre guillemets, l'art séquentiel pour faire des séquences de formes et de couleurs, et faire de l'expérimentation à ce niveau-là. Mais on est vraiment dans quelque chose de purement arty,
on n'est pas dans quelque chose qui cherche à divertir, à donner du sens. On est dans une pure bande dessinée qui a une vocation artistique que je trouve pas inintéressante, mais on est très très loin des productions classiques. Et oui, effectivement, ça serait pas arrivé chez du Glénat. C'est ce genre de réflexion-là qui vont pouvoir amener le travail de personnes comme du Chris Ware derrière, ou du comment il s'appelait on avait lu des trucs d'un autre auteur qui faisait des trucs un peu barrés aussi, mais qui était un peu plus narratif derrière. Mais voilà, c'est grâce à ce genre d'expérimentation-là que d'autres auteurs vont pouvoir se les approprier, les réexploiter, les réutiliser et apporter quelque chose de neuf qui va peut-être créer des futurs grands succès derrière. Maintenant, voilà, ça reste de l'expérience. C'est intéressant, mais c'est pas captivant non plus. Dans la production underground, vous pensez vraiment que ça se vend? Enfin, c'est une question ouverte. Mais la production underground ne se vend pas. Non, alors, Donc une maison d'édition telle que celle-ci, elle vit de quoi en fait? alors cette BD-là, quand même, a gagné un prix au Canada et a été nominée aux Eisner, quoi. Oui. Donc, C'est pour ça, quand c'est sous blister, tu as les petits stickers dessus, tu vois. Donc tu t'attends à quelque chose de... Du coup, il y a peut-être un marché outre-Atlantique alors, et peut-être qui est moins important en Europe. C'est très proche de l'underground américain, de ce qu'on trouve dans l'underground américain. Je parle de Chris Ware au niveau des succès dans le genre, mais parce que ça touche un peu plus large public, mais on est très proche de ce que j'ai pu voir de ce niveau-là. Ensuite, Tanibis est un éditeur indé français qui ne vit pas de ses productions, qui va avoir un ou deux succès qui va leur permettre de continuer leur activité. Et qui globalement essaient de sortir des bouquins qui leur font plaisir et qui les intéressent en tant que plasticiens. Alors à ce sujet, l'édition est impeccable par contre. Ah oui, c'est un putain de beau bouquin. L'édition est génialissime, tout est en papier mat, ce qui permet justement d'avoir des couleurs qui ressortent. On n'est pas sur cette espèce de papier brillant où on va avoir des couleurs qui vont être déformées par la... Enfin, je trouve qu'il y a une édition qui est vraiment nickel, papier très épais. Il n'y a pas une tache, alors qu'il y a beaucoup d'aplats de cette espèce de faux noir là. Non, c'est un très beau livre. Il n'y a pas une tache de petits points de blanc, de quoi que ce soit dedans. Enfin, c'est vraiment nickel. L'édition, elle est vraiment excellente. Voilà, le sujet reste un peu trop vide ou un peu trop vu, je sais pas. Tu sais, cette espèce de pseudo parcours initiatique par le biais de psychotropes. Enfin, si c'est que ça, bon, ça paraît un peu faible. Par contre, graphiquement, c'est effectivement très réussi. Graphiquement, c'est une expérience. Les yeux, on ne sait plus trop par quel bout prendre les choses, sans dire que c'est oubapesque, parce qu'on n'a pas un langage et des contraintes qui sont clairement établies. En tout cas, moi, je ne les ai pas perçues. Mais on a un vrai défi visuel et chromatique qui sont relevés, quoi. C'est bien exécuté. Voilà, mais comme je disais, on reste dans un côté un peu expérimental. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Ça va vraiment être, ça va intéresser plus les curieux, les plasticiens, les gens qui s'intéressent aux arts plastiques, qui vont. Moi, je sais que c'est le genre de truc qui plairait à mon frangin, qui fait de l'art plastique, qui travaille sur ce genre de truc, qui va dire il y a un truc intéressant au niveau du travail des couleurs, de la rythmique, tout ça. Et ce que je dis, ça peut apporter. Ça peut amener vers d'autres œuvres qui seront plus grand public. Mais c'est vrai que pour le moment, ça, c'est pas du tout grand public. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde. C'est une œuvre précurseur. On verra ce qu'elle donnera dans 10 ans. Voilà. On l'aura remarqué, messieurs, dames. On l'aura remarqué. Elle servira de colorimétrie pour les écrans. Voilà, c'est l'œuvre Spider. Allez, on arrive sur quelque chose d'un peu plus classique, on va dire. Avec Echo, Monde Miroir, le tome 8. Alors, pour être classique, on est plus en classique. Ouais, mais comme on est des fous furieux rebelles, on n'a pas parlé des 7 précédents tomes. On se lance dans une série au tome 8 comme ça, comme des malades. C'était le tome 8 Oui. Oh, merde. Ouais, c'est le tome 8. Ah, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait des trucs avant, en fait. Si, il y a plein de trucs avant. Alors, Echo, Monde Miroir est une série créée par Christophe Arleston avec Marbucci au dessin. Qui vise justement à ne faire que du one-shot. C'est clairement l'objectif.
Enfin, ça suit quand même. Bah, il y a pas vraiment d'évolution dans l'intrigue derrière. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Oui, peut-être que le premier tome va plus présenter les capacités des personnages, etc. Et en gros, on va suivre le personnage principal qui s'appelle je ne sais plus comment parce qu'il a un nom à coucher dehors, qui en gros se fait attaquer par des sortes de fantômes qui vont prendre possession d'elle assez aléatoirement. Et quand un fantôme a commencé à prendre possession d'elle, tant qu'elle n'a pas résolu le mystère autour de ce fantôme, elle ne sera pas tranquille. On se retrouve dans un monde parallèle qui est une sorte de... en tout cas dans ce tome-là, de New York d'Heroic Fantasy, mixé avec l'Heroic Fantasy, New York contemporain, même plus années 20. Une sorte de New York années 20 avec un mélange d'Heroic Fantasy, des créatures qui s'appellent les Freuchaunes, jeu de mots, qui dirigent un peu le monde en fond, des créatures fantastiques, et donc un univers très riche, propice à l'action, à l'aventure et à l'humour. Dans ce tome-là, c'est un cuisinier, je crois, Oui. ouais, qui se fait tuer. Non, un caviste. Un caviste, voilà, qui se fait Un tuer. sommelier. Et donc, ils vont devoir se lancer dans l'enquête pour comprendre comment il est mort. Et ça va partir complètement en vrille avec des scènes à la King Kong, Ouais. des lézards géants, des scènes d'action. Oui, Ouais, il y a un petit côté. les alligators géants des égouts de New York, c'est connu. Ouais. Bref, quelque chose de complètement pulp, qui se prend pas du tout au sérieux, qui est juste là pour faire du pur divertissement. Ça se lit effectivement très très bien, sans avoir lu les précédents. Et oui, c'est de la bonne BD que j'aurais bien lu ado, sans me prendre la tête, cool, que j'ai lu vraiment avec plaisir. J'en ferai pas la collection, mais voilà, ça marche super bien. Le dessin de Marbucci est super efficace. On est dans cette école Disney, Commercial. italienne. Ouais, non, Disney commerciale italienne. Commercial. Non, je dirais pas jusqu'à commercial parce que Arleston, commercial. oui, on est dans du Arleston commercial, mais au niveau du dessin, c'est un peu plus que ça quand même. On n'est pas là-dedans quand on va faire du commercial dans de la bande dessinée. Exactement. Là, il y a un côté d'inspiration asiatique, comics, qui est un beau mélange et qui, pour moi, fonctionne très très bien. Je trouve que si c'est du commercial, en tout cas, ça marche. C'est du multi-âge avec des attirances, on va dire, des accointances aussi bien pour les ados que pour les jeunes adultes ou que pour quelques adultes confirmés qui auraient envie de continuer à lire du Arleston. Voilà, on retrouve quand même beaucoup d'ingrédients de choses qui vont fonctionner. On va être dans un pseudo steampunk, mais en même temps dans un truc un peu futuriste qui nous permet d'avoir une marge de manœuvre pour les décors. On va avoir un petit peu de magie puisque l'héroïne Fourmi a la particularité de se faire posséder par l'âme de personnes défuntes récemment, et c'est ce qui va servir à chaque fois de point de départ pour les enquêtes dans Echo, puisque pour le coup, n'ayant pas lu les 7 premiers, j'ai un peu farfouillé sur le net pour comprendre Il n'y a pas vraiment besoin, parce que tu as quand même un résumé de tous les personnages au début qui permet à la Astérix, là, qui est quand même suffisamment clair. Où, quand, comment, pourquoi, tu vois. Ouais, tu t'en fiches en fait. Son sidekick qui s'appelle Yuri a fait fortune en revendant une start-up, je sais pas quoi, bref, il était informaticien, il a des compétences techniques. Voilà, on est dans un mélange de genres qui permet d'ouvrir à plein de possibilités. Voilà, ça marche. C'est un petit peu simpliste mais bien réalisé. Voilà, je trouve le principe, en tout cas c'est comme ça que je le résumerai, simpliste mais bien réalisé. On a un peu les ficelles classiques, mais à l'arrivée ça marche. Moi qui suis pas du tout fan de ce genre de BD, je l'ai lu et j'ai passé un moment pas désagréable, quoi. Voilà, ça se lit bien, assez facilement. Hein. Pour les amateurs d'Arleston, vous savez qu'il a quitté donc Soleil pour rentrer chez Bombou et pour créer une nouvelle collection qui s'appelle Drago. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez écouter notre interview L'interview de faite Saint-Malo. au Festival Calibule de Saint-Malo. Il nous explique tout ça. Et ben voilà. T'as vu un peu voilà, c'est pour ça que j'ai lu Echo, c'est parce que c'était sa dernière nouveauté. Il n'a pas totalement quitté Soleil, il continue à suivre toutes les séries autour du monde de Troie.
Il poursuit les séries en cours. Hein. Il n'a pas quitté Soleil. Il est juste allé se lancer dans de nouvelles aventures pour se lancer de nouveaux défis ailleurs, on va dire, où il aurait peut-être un peu plus de... Deux choses à dire. pas de choses à dire, de défis. 2019 pour les premiers BD dans la collection Draco chez Bambou. Avec des auteurs de SF de malades qui vont bosser dessus. Voilà. Concernant le dessin, par contre, dessin bien réalisé et un petit coup de chapeau quand même pour les couleurs. Oui. Moi, c'est ce qui m'a quand même frappé en premier dans le tome. C'est extrêmement coloré. C'est très bien foutu. Il y a des éclairages qui sont Nolwenn Le Breton. Ouais, alors il faut dire à Soleil qu'il serait temps quand même qu'ils mettent le nom des coloris sur la couve. Bande d'enfoirés. Mais nous, on les cite systématiquement. Oui. Donc voilà, un petit coup de chapeau parce que les couleurs sont vraiment bien rendues. Thio, tu as quelque chose à rajouter? On retrouve, moi je trouve, du Arleston, des époques qui m'ont plu chez lui. Le début des Landfust, le début de Troll. Avec toujours les jeux de mots, je pense à mon avis voilà, c'est un petit peu sa petite signature. Voilà. Et, Pour les repas du dimanche en famille. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié le principe, comme tu disais, tu vois, d'avoir un tome qui est à la fois une suite et à la fois un one-shot. Ça se lit quand même très facilement, même si tu n'as donc du coup pas lu les tomes précédents, ce qui était le cas de toutes les personnes autour de cette table. J'ai passé un bon moment, agréable, un truc un peu Madeleine de Proust dans le monde de Troyes. Voilà, tu te retrouves dans un truc où tu te dis tiens, ça y est, je suis pas loin de sexy, quoi. Tu connais les codes. Voilà, tu connais le code. Tu sais avec des chaussons, tu connais le principe. Et ça fonctionne bien. Du coup, j'ai passé un bon moment sympa. Je ne dirais pas que c'est la BD du siècle, pour citer Monsieur Jérôme. Mais voilà, j'ai passé un petit moment agréable avec une petite Madeleine de Proust qui m'a ramené un petit coup de reviens-y, quoi. Ça a fait écho, quoi. Ça a fait écho parce que du coup, je me suis relu dernièrement les. Monsieur Arleston, une petite dédicace. Hein, c'était pour les jeux de mots. Du coup, je me suis relu en fait les Landfust dernièrement. Ça t'intéressera. Le premier cycle. Et regardez un peu comme je tease. Pendant l'interview, je lui ai posé une question par rapport à une série qu'il a lancée avec Jean-Louis Mourier il y a un long moment. Voilà, c'était juste pour dire. Je lui ai posé une question. Oui, mais sauf que c'est le dessinateur, je crois, qui bloque plus que le scénariste. Voilà, j'ai posé la question. Parce qu'il a dit que la couleur directe, c'est le gonflé. Mais il a bien raison. Suspense. Il faut flinguer Ramirez. Vas-y, montre-le, parce que quand même... La BD dont tout le monde parle. C'est pas la peine de le montrer, c'est en live sur le... Ah bah oui, c'est vrai. Mais comme on n'a plus le flux, nous... Oui, mais faites comme si on était en audio pour les Alors donc, du coup, vous écoutez. Excuse-nous d'essayer de penser aux voyeurs. J'ai pas eu d'autres mots. Attendez, j'ai montré mon cul. Merci. Donc, il faut flinguer Ramirez, donc le premier acte de Nicolas Petrimo. C'est ça. Et donc, c'est chez Glénat. Il fait tout. Scénario, dessin, couleur. Je pense que bientôt, il fait l'édition, la distribution. Il fait la distribution, je crois qu'il paraît qu'il livre. Hein. Il livre avec sa petite voiture, sa petite 106. Il fait ça bien, d'ailleurs. Franchement, les libraires sont plutôt contents. Le petit pitch que nous raconte cette histoire, nous allons suivre en fait l'histoire du meilleur vendeur d'aspirateurs de la boîte, quoi. Alors je me demande la boîte, je l'ai plus. Pas le vendeur. Spécialiste du SAV. Spécialiste du SAV, mais qui est le best of the best, qui est le meilleur du meilleur. C'est la société Robotop. Jacques Ramirez. Jacques est donc le gars sur lequel son chef de service chie tout le temps, lui demande toujours les trucs totalement impossibles, le fait suer au possible. Et Jacques, en fait, il est muet, donc il répond pas, il dit jamais un mot plus haut que l'autre. Et finalement, il se passe quelque chose, c'est que ce Jacques, il ressemble comme deux gouttes d'eau à visiblement un gars qui a travaillé pour la mafia il y a quelques années. Et cette mafia, ils se disent, putain, c'est lui en fait, le mec il s'est taillé et il s'est mis à bosser pour une entreprise d'aspirateurs. Donc c'est forcément, une super couverture. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un petit peu
un petit peu de casse, quoi. Ça va Un forcément. petit peu de grabuge. Oui, ben forcément, ça va partir en quenotte. Là, il y a les vieux de la vieille qui veulent la jouer à la cool. Il y a les jeunes loups qui arrivent, qui eux, ils veulent montrer les muscles. Et de cette espèce de dualité entre les vieux et les jeunes, ça va pas bien sortir, quoi. Plus, bonus, 2 gonzesses Qui font des braquages. qui font des braquages au milieu. On a 2 bebons. Graphiquement, c'est un film. Ça pourrait être un Tarantino. Ça pourrait être. Alors, je sais qu'on s'est déjà fait taper sur le doigt par un dessinateur qui nous a dit ouais, mais ça veut rien dire. Ça fait un plan cinéma, mais ouais, mais moi, je veux dire, je me suis vraiment retrouvé dans le film. J'avais presque la musique des années 70, tu vois. J'avais Shaft. On nous a dit Rodriguez, hein, Randall Flagg nous a dit. Oui. On est aussi dans voilà. Et c'est totalement ça, quoi. Avec un scénario qui est très bien mené. Il y a beaucoup de rythme. Il y a des rebondissements dans tous les sens. On a des moments calmes, des moments trépidants. C'est une action de ouf. Et puis des trucs improbables. Des trucs improbables où tu te dis, mais attends, sérieux? Non, il va. Ah, il a fait. Oh, c'est excellent. Et voilà, non, c'est jouissif. J'ai pris un kiff de ouf, quoi. Et c'est très drôle en plus. Oui. Voilà. Il y a un travail sur nominé, lui il y a un travail sur la couleur qui est dinguissime. Angoulême. Le dessin est extrêmement chiadé sur certaines choses. On a des pleines pages là parce que Pied feuillette. On a des pleines pages. C'est dynamique au possible. On s'ennuie pas 2 secondes. Il y a des grandes choses et des petites choses. Il y a plein de petits textes à droite, à gauche. On se fout royalement de la gueule de la société de consommation américaine avec ce société Robotop et des campagnes publicitaires qui sont juste Ouais, mais ils hallucinantes. sortent le Falcon 9. Putain, c'est des trucs de fou, quoi. Et, Ils te montrent la compagnie d'aspirateurs, c'est un peu le Apple de cet univers, tu vois. c'est ça, mais c'est le Apple, mais de 1970, quoi. Et c'est juste. Et puis alors, avec l'utilité de l'aspirateur, c'est super important d'avoir un débit, une pression, avec la technologie de machin. Enfin, excuse-moi, Pierrick, mais c'est Dyson. Hein. Et il y a des gens qui achètent du Dyson parce que tu comprends, même si ça coûte 4 fois le prix d'un aspirateur normal, ça aspire 1,5 fois mieux. Bon, voilà. Et voilà, on a des plans comme ça. En mode Rodriguez, quoi, en mode Tarantino, c'est juste génial, voilà. Et on a des pauses, on a des respirations, des accélérations, des changements de rythme, vraiment. On en parlait tout à l'heure à propos d'une autre bande dessinée qui posait le problème justement d'avoir un rythme certes élevé mais continu, tout le temps le même. Là, à l'inverse, il y a de vrais changements de rythme, ce qui permet d'avoir un changement dans la narration, dans les moments de flingue, mais les moments où aussi on va prendre le temps de discuter, d'approfondir un peu le personnage, de faire un petit voyage dans le temps en avant, un petit voyage dans le temps en arrière, recréer du lien entre différents personnages ou entre des lieux géographiques éloignés, tout ça dans une temporalité qui tient la route. Voilà. Je trouve cet album, pour un garçon qui fait tout de A à Z et qui nous sort un tome 1 comme ça, soit ça fait 10 ans qu'il le prépare, soit il a un petit coup de génie, quoi. Et dans tous les cas de figure, j'attends vivement l'acte 2. J'espère juste qu'il ne va pas mettre une éternité à le sortir pour rester sur la même qualité, sur le même niveau que dans ce premier tome. En attendant, c'est dinguissime, génialissime. Sauter dessus. Que dire de plus? C'est quelque chose de vraiment... je fais mon tuyau, là, vous voyez, je dis que dire de plus. C'est vraiment quelque chose de très réussi. J'ai passé un super bon moment à lire cette BD, qui est bourrée d'humour, d'action, de fun. Un style graphique qui marche, et puis surtout une narration, une mise en scène. Un grand format. On est vraiment sur ce que j'appellerais de la BD américaine en grand format. En plus petit, ça marcherait pas. Il y a des pages où il y a beaucoup de cases. Oui. Et ce format-là a été mûrement réfléchi. Je vais encore vous inviter à écouter une interview. Olivier Jalabert, l'éditeur, voilà. Donc sur les spéciales Quai des Bulles. Bref, il explique un peu tout ça, comme quoi au début, ça devait être quand même une publication conjointe avec IDW, éditeur américain. Et ça devait sortir au format fascicule. Et puis ils se sont dit, merde,
l'album en France, on va pas le sortir en format comics parce que ça serait pas lui rendre justice. Et il marchera mieux dans un grand format. Ils l'ont sorti comme ça, et quand ils ont envoyé les planches aux États-Unis, ils ont fait ah non mais on va aussi le sortir en album direct parce que ça marchera mieux aussi. Donc là, c'est l'équivalent de 3 fascicules qui sont réunis dedans. On attend la suite. Oui, moi, c'est bourré de ces références du cinéma bis que j'adore, que j'affectionne. Le côté un peu méta dans cet univers, et puis bourré de petits clins d'œil, de petites choses vraiment réussies. De petits personnages secondaires qui traînent à côté, là, et qui font des petites remarques. C'est truculent, quoi. Manifestement, c'est tellement cinéma que vous avez l'affiche Ah oui, carrément, ouais. du film, hein, et que après vous avez le générique, C'est ça. le générique et les mentions légales à la fin. Donc, Avec là aussi des petites blagounettes qui traînent. si là c'est pas cinéma, on sait pas ce que c'est. Voilà, vraiment un beau bouquin, quelque chose qui marche très bien et qui je donne volontiers un coup de cœur. Oui, carrément. Carrément. Petite question, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'auteur Nicolas Petrimo? Il vient du jeu vidéo, c'est son premier album, mais à part ça... album, mais j'en sais pas beaucoup plus en fait, j'avoue. D'accord. Il était en train de faire son Inktober à côté, mais il était très occupé, j'ai pas osé aller le choper pour une interview violente. Voilà, il fait un très joli Inktober, voilà, si ça peut vous donner une idée. Tu valides le coup de cœur, Thio? Non, parce que je suis un enculé. Il valide Il est le coup de cœur. de mauvaise humeur, hein. Non, je sais mais pas il ce le que vous avez valide. fait. Le coup de Non, cœur. mais si. T'es fou, quoi. Voilà, non, c'était... Il dort avec, il va aux toilettes avec, il fait tout avec. Bon, allez. J'exagère un peu. Tu étais là? Ouais, j'étais là. Ah, tu étais là, ok. J'étais dans l'album. c'est la- Bon, mais on a un bon coup de cœur, du coup, sur Il faut flinguer Ouais, Ramirez. Tu vois, c'est mieux que de l'avoir sur jamais, quoi. Nicolas Petrimo, c'est pas le même genre. chez Glénat. Nous poursuivons avec... Tic, je n'ai pas prévu. C'est mon Le Voyage suivant. extraordinaire, Le Voyage je crois. extraordinaire, tome 6. Voilà, donc Le Voyage extraordinaire, tome 6. Je vais pouvoir vous en parler, mais je ne vais pas pouvoir vous parler des tomes précédents. Ah, tu voulais boire un coup? Ok, merci Mathieu. Puisque effectivement, je me suis retrouvé avec cette BD en main, j'avais beaucoup aimé le début, et puis je me suis rendu compte que j'avais zappé le tome 4 et le tome 5. Donc, chers comparses, n'hésitez pas à intervenir pour venir rajouter votre petit grain de sel. Moi, tu sais, je fais les impasses sur cela. Ok, ouais, merci. Pourtant, c'est lui qui te coule la parole d'habitude. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc bref, on se retrouve avec les naufragés de notre aventure, notre bande de joyeux petits lutins, là, entre guillemets, nos jeunes aventuriers, qui doivent trouver un moyen pour sortir de l'île où ils ont échoué. Je ne vais pas pouvoir vous raconter comment est-ce qu'ils ont échoué sur l'île. Mathieu, si tu as C'est pas grave, il me continue, vas-y. D'accord. Et donc on est sur une grosse dose d'action pour arriver à retrouver un moyen de sortir. On est encore un petit peu comme dans un Lara Croft, dans un Tomb Raider, avec des jeux de clés, de boutons poussoirs, de machins planqués dans la roche, avec des salles secrètes. Ah De tiens, mystères, des petits robots. voilà. Ah bah tiens, on est dans un truc avec une intelligence robotique. Est-ce qu'elle est extraterrestre ou pas? Voilà, bon, bref. Et ils doivent continuer à échapper aux grands méchants qui sont pour autant toujours à leur recherche. En bref, l'aventure continue, l'aventure progresse. Graphiquement, c'est voilà. Camboni fait toujours un boulot de dingue. C'est toujours aussi joli, quoi. Adoré ce qu'il avait fait sur le Mickey. C'est toujours aussi bon sur Voyage extraordinaire. Les couleurs sont dantesques. Ils sont d'ailleurs 2 aux couleurs. Je ne me rappelle pas si c'était la même chose sur les tomes précédents. Jérôme, tu pourrais faire la même remarque, à savoir que on n'a toujours pas le nom des coloristes sur la couverture, et pourtant ils sont 2, Gaspard Yvan et Jessica Baudard, qui font un boulot de malade quand même, parce que il faut arriver à coloriser tous ces détails de Camboni. Hein, c'est un vrai boulot. Non, j'ai juste réalisé un truc dans ce que tu fais, c'est beau, c'est beau. Mais je pense même que tu vois, enfin, pour le coup, niveau histoire, ça nous apporte pas grand chose parce qu'on avance, mais assez lentement. Très peu. Ils restent pour l'instant sur l'île et ils essayent de partir. Voilà, je pense qu'on aurait même pu le passer en express en fait si Pierre nous avait posé la question, mais bon, comme il De notre côté, je vous refile le planning 2 jours avant. À un moment donné, vous pouvez le regarder avant Et qu'on pourquoi commence à enregistrer. Mais pourquoi tu le justifies?
Tu le prends mal? Non, c'était juste pour vous expliquer. Ah, ok. Graphiquement, c'est toujours aussi joli. Au niveau de l'histoire, on avance, mais pas non plus un truc de ouf. C'est une série qui est toujours à suivre, qui est toujours agréable. Elle trouve, à mon avis, vraiment elle a son public. Et après, voilà, je pense pas que ce soit non plus le truc de ouf, clairement. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien et c'est très mignon. Ça manque un petit peu d'avancée, effectivement, dans le scénario. Moi, en ayant débarqué après avoir manqué de tomes, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il se retrouve là. Maintenant, je ne me suis pas retrouvé totalement largué non plus dans la lecture du tome. Et en même temps, je suis ressorti du tome sans avoir non plus énormément progressé. Voilà, on a un personnage qui était muet, qui finalement débloque des situations. On a nos deux comparses principaux, Noémie et Emilien, qui sont toujours sur la même quête du début à la fin, sauf qu'ils doivent retrouver une pièce, une batterie ou je ne sais plus quoi. Et c'est finalement le seul élément qu'ils vont essayer de faire avancer dans leur construction pour s'échapper de l'île. Bon, on n'a pas non plus une avancée extraordinaire dans le scénario. Bon, on peut passer à la suite. Alors. Juste pour information, je viens de remonter donc One A Club 157 au niveau du conducteur. Tu as lu le tome précédent, Isaac, qui a dû vraiment te marquer. Il était bourré. Voilà. Ou alors, c'est vraiment comme... oui, non, mais t'as raison, c'est vrai. Il chronique des trucs qu'il a pas lus, en nous faisant croire qu'il les a lus, je veux dire. Non. On voit ça. Vous arrêtez un petit peu cette espèce de connerie. Ouais. Non, mais là, tu l'avais coché. Hein, bah, si il était coché, c'est que j'ai lu. Mais alors... Donc, je finis ma phrase. Tu l'as dit toi-même, numéro 157. Oui, c'était il y a un moment. Je confirme. Donc, nous allons commencer une chronique un peu double pour parler de 2 tomes de The Walking Dead. On va commencer par le Walking Dead numéro 29 et on viendra après sur un hors-série qui s'intéresse principalement à un personnage très particulier qui est Negan. Alors, le Walking Dead numéro 29, si tu peux me le passer, car ça remonte à loin. Donc, nous suivons toujours nos survivants qui tentent de s'organiser après une apocalypse zombie, qui ont commencé à vraiment construire une petite société où il y a plusieurs quartiers à gauche, à droite. Et suite à un conflit qu'il y a eu, le gros méchant qui était emprisonné depuis un long moment... Celui avec sa grosse batte de baseball avec des barbelés autour. Oui, mais n'en parle pas, il l'a perdu et il est très triste. Il portait pas un nom? Ah ouais, il est ça, Lucille. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il a été un petit peu, il a vraiment rendu service à la communauté et ils décident de lui donner une chance, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont le bannir en fait, ils vont le laisser se préparer pour partir et ils le libèrent. Voilà, Negan est libre. Et autant te dire qu'à l'intérieur de la communauté, c'est pas très très bien accepté parce qu'il y avait pas mal de gens qui ont été sous son emprise quand il était chef de sa propre communauté. Il y a pas mal de gens qui le détestaient et qui comprenaient même pas pourquoi est-ce qu'on l'avait emprisonné et qu'on l'avait pas tué. Et donc on va voir un peu toutes les conséquences de ça et sur on disait dans le tome précédent que Negan commençait à avoir une sorte de petite subtilité dans sa personnalité. Et alors, dans celui-là de Tom, le personnage se construit, je trouve, vraiment. Il est plus fin qu'il n'en a l'air, parce qu'en gros, c'est un mec qui parle mal, qui parle franchement, et qui n'hésite pas à taper la gueule des gens quand ils sont pas d'accord avec lui. Et on sent qu'il essaye de s'adapter à cette société qui, en fait, n'est pas la société qu'il a créée lui-même. C'est-à-dire qu'il avait créé une société en pensant c'est comme ça que ça va marcher. Ouais. Et quand il était le chef, il a continué à aller dans la voie qu'il avait décidée. Et là, il se rend compte, ok, les choses ont changé, je vais essayer de m'adapter, mais on reste tout du long à se dire, non mais, il y a Anguille sous roche, quoi. Oui, il va passer, il va faire un coup vache. C'est ça. Et tu as cette tension tout au long de l'album qui, je trouve, était assez réussie. Parce que se pose cette question, quand tu reconstruis une société, qu'est-ce qu'on fait des criminels? Comment on les gère? Est-ce qu'on peut accorder son pardon aux gens quand ils ont fait leur peine? Est-ce qu'on peut se racheter? Et c'est vraiment... On n'est plus dans les questions de survie, ce qui était le cas dans Walking Dead, mais on est dans les questions de construction de société. Ouais, alors ça fait longtemps, je pense qu'on a quitté... Oui, ça fait quelques tomes. Alors ça fait dizaines de tomes qu'on a quitté la survie face aux zombies.
On y était encore un petit peu avec ceux qui se recouvrent de la peau des autres, où il y avait ce conflit. Non, parce que déjà, on était dans la construction d'une société. Comment vivre maintenant ? On va vivre en créant une société basée sur la loi du plus fort, où il y a le mâle alpha et la femelle alpha. Oui, qui c'est un sont, autre modèle de société. Qui sont les dominants et qui vont, en fait, si tu veux monter, il faut que tu tues le chef. C'est un autre modèle de société. C'est, en fait, de plus en plus, je dirais, alors, je vais peut-être faire hérisser les poils de certains, mais c'est une sorte d'ouverture sociologique, quoi, une sorte d'expériment, de boîte de pétri dans lequel tu mets les gens. Et en fait, testez-moi tous les systèmes de société que l'humanité a déjà connus, et on va voir lequel va réussir. Alors, c'est vrai que j'ai été assez critique sur beaucoup de tomes dernièrement de Walking Dead, mais le dernier tome, déjà, je trouvais, avait apporté un truc neuf, un truc qui était un peu... Ça m'avait titillé, et je trouve que voilà, là, on est vraiment dans une transformation du Walking Dead, quoi. C'est vraiment sur un truc sociologique, et ça devient vraiment pertinent. Le Negan, on n'est plus sur la brute épaisse qui était toute noire au début, ou qui était toute blanche. Qui était un pseudo-gouverneur, qui était comme un peu ce côté-là, tu vois, qui était un gros méchant, quoi. C'est comme ça qu'il était présenté au début. Alors, le gouverneur, il faisait passer ses lois que par la force. Negan, ce sera par la force, mais vous comprendrez après qu'en fait, j'avais raison. Le gouverneur, il s'en foutait pas un raison. dictateur. Non, parce que le gouverneur, lui, s'en foutait qu'il ait raison ou tort. C'était la loi, c'était lui. Alors que Negan, il te dit, oui, tu vas faire ce que je te demande, parce que sinon tu le fais pas, je te défonce. Mais ensuite, tu comprendras en fait que ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. Oui, il croyait en ce qu'il faisait. Il pense qu'il y a un vrai but. Pour lui, c'est un chevalier blanc, Negan. Et là, dans ce tome-là, on a Negan, du coup, qui est banni et qui va avoir un questionnement sur lui-même, sur son passé. Et on rejoint, du coup, je pense qu'il faut les faire un peu en parallèle. Oui, c'est pour ça que je les ai mis les deux côte à côte. Le tome... les transitions. Le tome qui est donc le tome sur Negan, où il y a aussi une petite partie sur Michonne et sur le gouverneur. C'était des histoires qui étaient prépubliées dans d'autres magazines que Walking Dead, qu'on avait eu dans du magazine à côté. Et donc, du coup, cette histoire, eux, ils l'ont mis vraiment sur Negan, parce que c'est l'histoire la plus longue, mais qui raconte en fait qui était Negan avant l'arrivée des marcheurs, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a amené à construire son personnage du Negan avec la veste en cuir et la batte de baseball qu'on connaît depuis le début. Et oui, en fait, chaque personne qui a survécu à l'apocalypse a dû faire des choses, a dû construire une identité, a dû se construire une armure, ou a dû se dire, ok, mes valeurs, ça va être ça, parce que si je fais pas ça, je vais pas survivre. Et du coup, ce que je construis comme valeur, ça va être les valeurs de ma société, même si, au départ, c'est totalement à l'opposé de ce que j'aurais pu penser avant. Donc moi je me suis vraiment régalé sur les deux derniers tomes de Walking Dead, le petit bonus là sur les histoires de chacun. Et alors le Mission, c'est une histoire qui avait été publiée dans Playboy. L'histoire du gouverneur, ça avait été publié dans Comic Book Legal Defense Fund, c'est le fonds pour aider les pauvres auteurs de BD, tu sais, comme ils ne possèdent pas les droits sur leur personnage et qui meurent de faim à la fin de leur carrière. Voilà. Et Tyrese était aussi dans le cadre d'un comic book gratuit ou en vente d'un point de vue caritatif. Mais oui, le personnage de Negan, avec ces deux tomes-là, je pense qu'ils ont fait le tour du personnage. Après, je ne sais pas trop s'ils vont pouvoir encore l'exploiter. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore d'intérêt pour la suite. Alors, sans faire de spoil, mais... dans le tome 29 de Walking Dead, il y a quand même un passage où c'est pas spoilé, il a cassé Lucille dans le tome précédent. Elle est disparue. On sait désormais, avec le petit appendice, on sait ce qu'était Lucille. Mais surtout, voici, il était tant attaché. Voilà, mais surtout, c'est que là, il essaye d'en refaire une. Il essaye de redevenir le Negan, mais en fait, il s'aperçoit qu'il ne peut plus l'être. Pas parce qu'il n'a pas les gens qui le suivent, mais juste parce qu'en fait, il ne veut plus de ce système-là de vie, quoi. Et non, il reviendra. Il reviendra et je pense qu'il sera encore tout aussi intéressant. De toute façon, Rick, on n'a pas fini avec lui. Oui.
Enfin voilà, ouais, non, Negan, personnage très intéressant, qui est très très bien exploité dans ces deux albums. Au niveau dessin, vous avez vu la différence quand même entre les deux? Enfin, moi j'ai feuilleté ça pendant que vous parliez là. Alors, C'est Charlie Adlar qui fait les dessins des deux tomes, Ouais, des deux albums. avec Cliff Rasburn pour tout ce qui est couleur, enfin, noir et blanc. niveau de gris. Voilà, niveau de gris. niveau de gris. Mais dans Walking Dead, l'ancrage est fait par Stefano Gaudiano. Ouais. Et clairement, le niveau est clairement Le au-dessus niveau est de, clairement au-dessus, on est d'accord. de Negan, quoi. Bah, Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, Charlie Adlar a travaillé tout seul à se produire ces 24 planches de Walking Dead par mois. Voilà, numéro 29, il y a 6 tomes par album français. Donc tu vois combien de tomes il a dû enchaîner. Et petit à petit, il a pris un encreur en assistance qu'il n'avait pas avant. Ce qui fait que oui, forcément, quand tu es à deux à travailler sur une BD sur un mois, tu peux promettre une qualité un peu plus régulière et un peu plus constante. On le voyait, hein, les dernières que Charlie Adlar a dessiné tout seul de Walking Dead, bah, les décors étaient moins présents, il insistait beaucoup sur les visages des personnages, sur les expressions, etc. Ce qui colle bien, parce que c'est le sujet de la BD. Hein. Mais il avait un style un peu plus lâché. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ton ancrage, je pense qu'il a soufflé beaucoup. Voilà, monsieur faisait 24 x 12 planches par an. Ça fait donc 280 planches, plus de 280 planches par an. Tu compares avec une production d'un auteur français moyen qui fait ses 46 planches dans l'année en ramant un peu, parce que c'est pas évident hein, quand même. Voilà. Tu t'attends pas à la même qualité, je pense que oui. Ah, ça mais fait les du bien. planches, elles sont plus petites. Ouais. Il n'y a pas de couleur. Puis là, il n'y a pas à colorier. Bref, ça continue à vous plaire, quoi. Ouais. J'ai déjà vu un gros coup de mou quand même sur Walking Dead, mais là, je trouve vraiment de l'intérêt. Et ils n'ont pas prévu un spin-off film Un spin-off série. Qui est déjà Fear the Walking Dead. mais qui est déjà, je crois que c'est la 4e saison, il me semble. Saison Ouais. 4, ouais, et Walking Dead, saison 9. Ah, il y a ces 4 saisons de Negan? De Fear the Walking Dead. Ah non, moi je te parle de Negan. Ah, Sur Negan, le non, c'est pas un personnage. spin-off, c'est vraiment un numéro qui était hors série one shot. D'accord. Voilà, non, il n'y a pas de spin-off. Et de toute façon, je crois qu'il a prévu de finir sa série aussi. Comme il a prévu de finir, il a dit qu'il savait comment il allait finir la série, que ça allait arriver pas dans si longtemps que ça. Mais je pense qu'il a fini Invincible et je pense qu'il va essayer peut-être de relancer une série derrière pour manger. Entre les deux, ouais, je pense Voilà. qu'il relance quelque chose. Qu'il arrive à ressortir un truc qui aura autant de succès pour s'assurer un même Après, niveau de revenu. il en est peut-être plus là pour manger. Enfin, il doit avoir assez là. Oui, non Oui, il a oui, dû ça va. remplir le frigo là. Ouais, mais c'est les États-Unis, ça marche pas pareil. Il peut se payer une assurance maintenant. Express. Alors en Express, on est sur Shelton Felter, tome 2, qui s'intitule Le spectre de l'Adriatique. Alors pour rappel, Shelton Felter sont deux comparses. On est dans quelque chose d'assez classique, avec un grand costaud et un petit maigrichon à lunettes. Le physique et l'intellectuel, hein, pour faire simple, on caricature un petit peu, mais c'est ça. Même pas caricaturé là. Voilà. Donc Monsieur Lamontagne, Jacques, c'est ça ? Jacques Lamontagne. Jacques Lamontagne est toujours aux commandes pour le scénario et le dessin. Il laisse la couleur à Scarlett Smulkowski. Pardon. Donc, de quoi nous parle ce tome ? On est toujours à Boston, et donc on a le grand costaud, Shelton, qui est donc un ex-boxeur, qui va rendre visite à son ami, qu'il trouve plutôt en mauvais état, dans le sens où il vient d'apprendre par missive qu'il a perdu sa sœur, et qu'il va devoir aller à l'enterrement. Donc c'est le premier choc, mais finalement le deuxième choc bien plus grand, c'est que sa sœur étant en Angleterre, il va devoir prendre le bateau. Et c'est loin. Et en fait, il craint énormément le bateau. C'est-à-dire qu'il n'a pas repris la mer, il n'a pas repris le paquebot pour revoir sa famille d'origine. C'est pas en Angleterre, c'est en Irlande, je crois. En Irlande, oui. Même pour le mariage de sa sœur, même pour la naissance de ses nombreux
filleul et filleule. Et donc vraiment, c'est un truc qu'il craint, quoi. Et là, il va le faire parce que c'est l'enterrement de sa sœur. Donc c'est la double peine. Voilà. Et donc pendant la traversée, bien sûr, on va se retrouver dans un classique huis clos. C'est une enquête à la Hercule Poirot et où il va y avoir Mort sur le Nil. Voilà, et où on va avoir, lors de la traversée, bien évidemment, qui le voleur, qui la disparition, qui le mafieux, qui l'entourloupeur de service qui fait du chantage, et bien sûr, bim, un coup de feu, bim, un cadavre, et donc une enquête forcément qui va devoir être menée. Sachant qu'au milieu de tout ça, on se retrouve avec notre grand escogriffe, Shelton, qui va tomber amoureux d'une jolie petite Française. Parce que c'est un love boat, c'est pas ça? C'est le love boat. Ah oui, c'est pour Doute Isaac, tu vois, je maîtrise le truc. Tu maîtrises. Voilà. Et donc, il va tomber amoureux de cette jolie petite. Je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Elle a un nom. Ce n'est pas très important. Très bien. Si, elle a un joli petit nom. Je rappelle, c'est Montminois. Voilà. Est-ce aussi intéressant que le premier tome? C'est tout aussi bon que le premier tome. On est dans les mêmes. C'est mieux écrit et à la fois plus classique. Voilà, il y a moins de surprises parce qu'on est dans une situation qui est déjà extrêmement connue quand on lit ou qu'on regarde des enquêtes policières. Mais c'est peut-être plus constant, mieux réalisé, mieux rythmé que dans le premier. Bah, disons qu'il n'y a pas d'exposition des personnages, déjà, tu gagnes un temps fou pour aller dans Oh si, il y a truc. quand même beaucoup d'autres de personnages. Non, mais annexes, je parle des personnages mais pas principaux. les personnages principaux. Tu gagnes déjà beaucoup de temps, et donc, Tout à fait. oui, c'est normal que c'est une exposition de personnages. T'es dans un whodunit, t'as plein de suspects, il faut qu'on les connaisse un petit peu pour essayer de trouver qui est le coupable. En tout cas, ça marche bien, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ça a C'est une très bonne série. bien fonctionné. Ça reste très classique, mais très bien fonctionne bien, réalisé, tout à bien fait. efficace. Voilà, un bon moment de lecture. Shelton et Felter, tome 2 de Jacques Keynes. Lamontagne. Chez Keynes. Keynes. Voilà. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette deuxième émission live d'affilée. On est des fous. Ouais. Jérôme a résisté. Il est temps d'aller se coucher. Il ne s'est pas On endormi. n'est pas encore demain. On n'est pas encore demain. On est trop fort. Ouais. On À 2 minutes progresse. près. 2 minutes près, ouais, Ouais, ça va Vous être êtes voilà. arrivé de finir beaucoup plus tard que ça. Voilà. On vous remercie de nous avoir suivis. On remercie Merci. surtout Randall qui est encore dans la chatroom. Il a du courage. Ouais. Mais Voilà. Randall, en fait, ils sont 12. Tu sais, c'est le principe Il se relève. des chauffeurs de bus qui se relaient en dormant dans le coffre. quoi. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site de La Voix des Bulles. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à notre page YouTube pour être tenu au courant des prochains lives. Alors moi, je vais essayer de tanner pied-pied pour qu'on arrive à faire encore une émission le mois prochain. Il y a une histoire avec notre Tipeee. Voilà, on va essayer peut-être de faire quelque chose. Voilà. Une spéciale Noël. Ça va être un peu compliqué à mettre en place, mais on peut tenter le coup. Ouais, mais on va essayer de mettre les guirlandes et les boules. Moi, je te vois bien, c'est une sorte de petite robe fourreau et chanter le Noël de Maria Carré. Comme ça, tu vois, tout. Alors, si tu permets, je tenterai plutôt Tino Rossi. C'est plus dans mes cordes. Oh, tu... Ça, dans mes cordes Non. Pardon. Bon, Sur je crois qu'il faut aller se ce, je coucher. crois que je peux lancer mon générique, commencer à dire merci encore à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. On se nos retrouve tipeurs. l'an prochain, parce qu'en théorie, cet épisode sera mis en ligne Merci le 31 nos décembre. auditeurs. Donc, Il y aura une spéciale Noël, c'est sûr. Mais on fera une spéciale, Voilà, une spéciale on sapin. et verra boules. ce qu'on va faire. Mathieu a mis une bûche, donc il va bien falloir qu'on s'en serve. Merci encore à tous et à très Bonne nuit bientôt. à tous, merci à vous. Ciao, ciao. Ciao, Bye ciao. bye. Oui, la prochaine sera en live, Randall. On va continuer dans cette veine. Oui, c'est bien, ça fait moins de boulot pour le dictateur. Bye bye. Ciao, ciao.